Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. À la une, dans l'actualité nationale, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar s'est tenue aujourd'hui la 10e séance des conseils et des ministres. Et enfin, dans l'actualité internationale, Russie, Iran et Turquie ferment leurs consulats dans le nord de l'Afghanistan. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Je vous le disais dans le titre, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue aujourd'hui la 10e séance du Conseil des ministres où plusieurs questions étaient examinées et approuvées. Écoutons sans plus tarder le ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Ali Youssouf. Rahman Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 10e séance du Conseil des ministres en ce mardi 6 juillet 2021. Étaient inscrites à l'ordre du jour 6 questions. La première question est relative à un projet de loi autorisant la République de Djibouti de souscrire à l'augmentation générale et sélective du capital de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. La décision de souscrire des parts auprès de la Société financière internationale implique un engagement financier de l'État. Les augmentations du capital de la SFI sont composées d'augmentations générales et sélectives. L'augmentation générale permet aux pays de souscrire des actions supplémentaires en proportion de leur part du capital existant et d'augmenter ainsi la capacité financière de la SFI. L'augmentation sélective, quant à elle, permet aux pays d'accroître leur part du capital au-delà de leur allocation proportionnelle historique, augmentant ainsi leur participation relative et leur pouvoir de vote. Ainsi, la République de Djibouti a choisi de souscrire à 270 actions supplémentaires payables en vertu de la résolution numéro 272, augmentation générale du capital AGC, et 791 actions supplémentaires payables au titre de la résolution numéro 271, augmentation sélective du capital ASC. La deuxième question concerne un projet de loi autorisant la République de Djibouti à souscrire à l'augmentation générale et sélective du capital de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. La décision d'augmentation du capital de la BERD fait suite à la résolution numéro 664, augmentation sélective du capital ASC de 2018, et la résolution numéro 663, augmentation générale du capital AGC du 1er octobre 2018. Les statuts de la BERD fixent les conditions relatives à la souscription des États membres en cas d'augmentation du capital autorisé. La République de Djibouti a choisi de souscrire à 81 actions supplémentaires payables en vertu de la résolution numéro 663, augmentation générale du capital AGC, et 95 actions supplémentaires payables au titre de la résolution numéro 664, augmentation sélective du capital ASC. La troisième question est relative à un projet de décret relatif à l'organisation du troisième recensement général de la population et de l'habitat. Le deuxième recensement général de la population et de l'habitat a été réalisé en 2009. Et suivant la périodicité décennale recommandée par les Nations Unies pour cette opération, il était prévu de réaliser le troisième recensement en 2019. Cette date a été repoussée à 2022 pour diverses raisons et contraintes, notamment la formulation de la deuxième stratégie nationale de développement de la statistique et la mise en place d'un processus de réforme du système statistique national. La réalisation du recensement permettra d'améliorer la connaissance de la dynamique de l'évolution de la situation démographique et géographique du pays dans toutes leurs composantes et offrira une meilleure opportunité d'intégrer au mieux les variables démographiques et géographiques dans les stratégies et programmes de développement social, économique, politique, culturel et environnemental. Les objectifs donc de ce recensement permettront d'actualiser les informations issues du recensement 2009, de mettre à jour les bases de données géographiques et démographiques selon le découpage administratif, de renouveler la base de sondage national pour les prochaines enquêtes et de renforcer les bases de données régionales pour une meilleure décentralisation. Ainsi, lorsque je vous disais que 10 questions étaient inscrites à l'ordre du jour lors de ce Conseil des ministres, réécoutons le porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Ali Youssouf.
Une question est relative à un projet de décret portant statut de l'Institut national de la statistique de Djibouti. Le présent décret vise donc à approuver les statuts de l'Institut qui comportent des règles relatives à des dispositions générales qui comprennent des éléments relatifs à l'objet, aux missions, à la tutelle et au siège, ainsi qu'aux organes de l'Institut national de la statistique. En plus des missions légales, il est prévu que l'Institut assure le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la statistique. Il y a également des dispositions qui sont relatives au fonctionnement des organes, à savoir le conseil d'administration, le directeur général, etc. Et des dispositions sur l'organisme de l'Institut national de la statistique et enfin des dispositions sur les ressources de l'Institut. La cinquième question est relative à un projet de décret portant approbation du manuel des procédures du partenariat public-privé. Dans la stratégie de développement économique et social du gouvernement à court, moyen et long terme, l'accent est mis sur la participation remarquable du secteur privé à l'économie nationale et pour attirer leurs investissements de manière durable, le gouvernement a créé l'environnement favorable aux relations contractuelles de longue durée en mettant en place le cadre juridique et institutionnel du partenariat public-privé. Le partenariat public-privé requiert donc une préparation et une planification minutieuse, une gestion précise de la phase de passation du contrat. Il nécessite également une rédaction rigoureuse des termes du contrat et plus particulièrement en ce qui concerne les critères de performance des services fournis par le projet, la répartition des risques entre les partenaires publics et privés et la rémunération des partenaires privés. Le présent manuel de procédure a pour objet de détailler toutes les procédures applicables au cours des différentes phases du projet. Il est destiné aux autorités publiques, aux fonctionnaires chargés de l'analyse et de la mise en œuvre des projets PPP, ainsi qu'aux investisseurs du secteur privé. Des projets PPP bien structurés sur la base des règles clairement définies concourent à l'amélioration de l'environnement des affaires en République de Djibouti. La sixième question concerne un projet de décret modifiant et complétant le décret numéro 2002-136/présidence/ministère de l'économie et des finances portant création du Bureau national d'assurance de la COMESA. L'intégration régionale constitue l'un des piliers de notre stratégie nationale 2035 pour bénéficier du grand marché du COMESA et constituer un hub commercial et logistique. L'un des leviers de renforcement de cette intégration repose sur les instruments de facilitation du trafic de transit initiés par les pays du COMESA pour développer le commerce régional. Les pays membres du COMESA mettent en œuvre depuis 2012 le régime régional de garantie du transit depuis le pays d'entrée jusqu'au pays de destination finale, afin de concilier la facilitation du commerce régional et la protection des intérêts économiques des États. La caution douanière régionale couvre en effet le risque de déversement des marchandises pendant leur acheminement et permet donc aux États de collecter leurs revenus fiscaux lorsque ces marchandises sont détournées pendant le transit. Calqué sur le modèle opérationnel de la carte jaune avec une chaîne de garants constituée de sociétés d'assurance et un pool de réassurance pour optimiser sa solidarité financière, la garantie douanière régionale est actuellement en vigueur sur le corridor nord, Kenya, Ouganda, Rwanda et Burundi, et sur le corridor central, Tanzanie, République démocratique du Congo, Rwanda et Burundi. Elle repose sur une gestion automatisée des cautions par la mise en interface des systèmes d'information douaniers et le système d'information du régime de caution du COMESA, ce qui permet de fournir des informations en ligne sur les marchandises traversant les frontières de chaque pays pour faciliter l'acquittement des cautions lorsqu'elles arrivent à leur destination. La mise en œuvre de la garantie douanière du COMESA sur le corridor de Djibouti est donc désormais réalisable. Et le présent projet de décret a pour objet d'établir le garant national de Djibouti qui aura donc pour mission de gérer les cautions douanières et de représenter les garants nationaux des autres pays du COMESA. Autre actualité dans ces 15 heures, c'est aussi la salle de conférence de Salam Santos a tenu une conférence où le ministère de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, organisé en partenariat avec le PNUD, le programme d'appui à la justice financé par l'Union européenne et dont la mise en œuvre a été confiée au PNUD.
est entré dans sa phase d'exécution. Ce programme a pour objectif de faciliter l'accès à la justice aux citoyens djiboutiens. La représentante résidente du PNUD, Mme Fatima Alcher, la coordinatrice résidente de l'ONU, Mme Barbara Menzi, était ainsi que l'ambassadeur de l'Union européenne de la France à Djibouti, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, ont honoré leur présence à cette auguste assemblée. Rappelons que le chef des juridictions, dont le procureur général et le président de la Cour suprême, ont aussi assisté à cette conférence. Il faut dire que les juridictions sont les principaux bénéficiaires de ce programme qui va s'atteler non seulement à la formation du personnel, l'efficacité de la justice et la facilité des traitements des affaires. Ainsi, les résultats attendus ne s'arrêtent pas à ces deux aspects. L'amélioration des performances des directions du ministère de la Justice en une amélioration de la gestion des ressources humaines, mais aussi le système statistique dans le domaine pénitentiaire, la réinsertion sociale et professionnelle. Structure sociale. Le président avait raison en disant, et je cite, que l'équilibre de notre économie est aussi social. Une économie ne peut pas être simplement extravertie, elle doit être inclusive et satisfaire les besoins de base et le bien-être des populations. Fin de citation. Et il avait encore raison, plus en ajoutant que je crois que là encore nous désirons la présence de l'Europe. Fin de citation. Et donc la station de dessalement à Doralé, la route nationale 1, le premier interconnecteur électrique entre Djibouti et l'Éthiopie, les stations d'épuration à Douda et bientôt Balbala sont tous des investissements européens. L'Europe fait dans l'infrastructure. Et j'ai le plaisir ce matin de vous dire qu'encore une fois, l'Europe répond présente à l'appel du président. Monsieur le ministre, je me souviens que nous avions abordé à plusieurs reprises ce projet. Il est en train de prendre forme et je m'en réjouis. Je remercie le secrétaire général pour la présentation qui vient d'être faite, qui a permis de prendre la mesure de la diversité de ce programme à travers l'amélioration du fonctionnement des institutions dans le secteur de la justice, l'amélioration à l'accès aux droits pour toutes et tous, le renforcement du dispositif de formation des acteurs et la création d'une école nationale, la mise en place d'un système intégré de gestion de l'information judiciaire et pénitentiaire. Et il me paraît très important qu'aujourd'hui nous soyons tous autour de la table, partenaires internationaux, partenaires djiboutiens, exécutants, pour bien lancer ce projet. Le ministre de la Justice a pris la parole l'an dernier et a souligné que cette volonté de faciliter l'accès à la justice qui a motivé cette détermination à créer des tribunaux dans le district, que ce soit à Dikil, a-t-il rappelé, à Obok, ainsi qu'à la communauté de Balbala. Beaucoup de nos concitoyens des régions sont découragés par les moyens qu'il faut mettre en œuvre pour accéder à des tribunaux qui ne se trouvent qu'à Djibouti. L'objectif de cette déconcentration continue pour toutes les régions soit pourvues des tribunaux. Écoutons le ministre. Le rôle de la justice, c'est d'aider les investissements pour développer un pays. Le rôle de la justice, c'est de réduire les injustices, puisque quand on vient voir un tribunal, c'est qu'on est déjà dans une injustice. Et ce n'est pas de trouver la justice, c'est de réduire l'injustice dont vous êtes victime. Donc la confiance et la compréhension de ce qu'on attend de la justice est très importante. Nous sommes une nation, nous avons la même compréhension de la notion de justice. Chaque nation a sa définition de justice. Nous avons à Djibouti 3 sources de droit. Nous avons le droit code civil, code pénal, nous avons le droit de charia et le droit coutumier. Dans nos têtes et dans nos cœurs, ces 3 valeurs ont la même importance. Ces 3 sources sont aussi importantes l'une que l'autre. Donc ça donne des choses un peu bizarres. Quand vous perdez un procès, vous accusez le système, vous dites ce système n'est pas bon parce que, en fait, vous avez perdu. Et quand vous gagnez, vous dites voilà, c'est un bon système. Donc l'idée maintenant, c'est pour ça que nous avons créé l'école des magistrats, c'est de former à toutes les sources de droit djiboutiennes tous les magistrats.
même si les magistrats au niveau du tribunal de première instance, il faut qu'il y ait des notions de droit coutumier et de droit charia. Même chose pour les autres. Ainsi, quand le juge lui-même prend la décision qu'il a à prendre, il le fait en connaissant les notions de base des autres droits, ce qui permettra de rassurer effectivement nos justiciables. Ce projet est important à plus d'un titre. Le président de la République, lors de la dernier atelier que nous avons fait à Arta, a parlé de justice sociale, a parlé de dématérialisation, il a parlé également de délocalisation, de déconcentration. Ces trois sujets nous concernent directement. Dans ce projet, nous avons le volet modernisation du système d'information et des procédures. Ce sera un élément très important parce que aujourd'hui, surtout auprès des jeunes, le temps, c'est plus le même temps que nos temps. Ce qui se fait aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Donc une décision de justice qui s'en prend aujourd'hui doit se savoir aujourd'hui. En tout cas, le contenu, l'essentiel. Direction le Nord, où toujours dans le cadre de sa tournée de prise de contact après la région de Tadjoura, le ministre de l'Intérieur, M. Saïd Nour Hassan, s'est rendu hier dans la région d'Obok. Ainsi, il a reçu une formidable accueil de la part du préfet d'Obok, M. Abdelmalik Mohamed Benoïta, du président du conseil régional, Mohamed Ismaël, des autorités civiles et militaires, des parlementaires, bien sûr, de la population de la région d'Obok. Comme prévu, le programme, il a tenu une première réunion avec les locales et les notables et le sous-préfet de la région. Ce fut l'occasion pour le ministre de faire un état des lieux des doléances et adressées auparavant par le chef de l'État, M. Ismaël Merguele, marquant ainsi les actes de la continuité de l'État. Il a permis aussi de recueillir des nouvelles doléances des habitants de Hayou. Le ministre n'a pas manqué d'insister sur la ferme volonté du président de la République, M. Ismaël Merguele, d'être encore plus au service des administrés. Ensuite, le ministre a visité les services de la préfecture. Après cela, la délégation s'est rendue dans le village des réfugiés de Markazi et dans le camp d'Ar-Rahma. Eh bien, le ministre de l'Intérieur a reçu brièvement dans le locaux de la préfecture les représentants des services déconcentrés. Enfin, il a clos la série d'interviews par une importante réunion de travail avec les forces de sécurité et de défense de la région. Eh bien, le ministre de l'Intérieur, M. Renou Hassan, s'est réjoui de l'accueil qui lui a été réservé. Il n'a pas manqué d'insister sur la ferme volonté du chef de l'État, M. Ismaël Merguele, d'être encore plus au service des administrés. Écoutons le ministre. حيو شعبو حيو مكابناي حيو سيو حيو عندينتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أساكو أما جدات أي سدليو عفو يو أباي فرنسا عفت يا بليو أحد سينيل أدوروا ساكو Afar Afat Nagaï, Yabalio. Donc pour moi aujourd'hui, c'est un plaisir d'être donc venu dans cette ville historique, Obok, et dans le cadre donc de ma tournée dans les régions. Hier j'étais à Tadjoura, aujourd'hui je suis à Obok, et comme dans la coutume, je suis donc très bien accueilli et je vous remercie pour cet accueil chaleureux qui m'a été réservé. Cette visite, qui est aujourd'hui une prise de contact, est une première, mais d'autres visites s'en suivront pour qu'on puisse travailler ensemble, relever donc l'ensemble des défis, aussi bien au niveau donc sécuritaire qu'au niveau développement économique. Le ministre a changé,
mais il y a une continuité de l'État. Un ensemble d'engagements ont été pris par le gouvernement, notamment lors de l'arrivée du président à Obok. Il y a eu des doléances qui ont été donc transmises au président. Ces doléances ont été consignées dans ce document. Le gouvernement que je représente ici va faire tout le nécessaire pour respecter l'ensemble des engagements qui ont été pris lors donc, des tournées des personnes politiques qui sont venues ici. Eh bien, on reste toujours à Obok, où toujours dans le cadre de prise de contact, le ministre Saïd Nour Hassan a inauguré la première école de conduite d'Obok. L'agence de l'école conduite, le ministre a été accueilli par le propriétaire gérant de l'école, M. Abdallah Habib Abdallah, ainsi que les autorités de la région d'Obok. L'objectif principal de cette agence de l'école de conduite est de former des conducteurs sur les accompagner dans la responsabilité de leur acte. L'ouverture d'une branche locale d'apprentissage de conduite des véhicules va être bénéfique aux Obokois. Maintenant, plus besoin de se déplacer à la capitale. Fini les allers-retours incessants. Direction Arta, où le ministre chargé de la décentralisation, M. Qassim Haroun Ali, commence son tour des régions par Arta. C'est Arta, chef-lieu, épinome d'une région perche de 750 mètres d'altitude, où le ministre de la décentralisation, Qassim Haroun Ali, a commencé sa tournée de prise de contact avec les régions de l'intérieur. Accueilli par le préfet, M. Mohamed Cheikh Hassan, le président du conseil régional, la mission conduite par le ministre bénéficie d'un accueil ardent. Au cours de la rencontre organisée avec les acteurs de la décentralisation au sein du centre estival d'Arta, le président du conseil régional remercie le ministre pour la priorité accordée à sa région, tout en lui témoignant sa confiance pour les aider à relever les défis de la décentralisation. De son côté, le préfet de la région, Mohamed Cheikh Hassan, félicite le ministre et lui souhaite plein succès dans sa mission, tout en rassurant sa meilleure collaboration. Enfin, le ministre délégué de la décentralisation a entre les vifs du sujet pour souligner le double rôle de son département dans l'accomplissement de sa mission, à savoir le rôle des chefs d'orchestre vis-à-vis des ministères sectoriels dont chacun joue sa partition, celui d'interface gouvernement vis-à-vis des collectivités territoriales. Voici institué par le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, son Excellence, en 2004 par la loi de 174. S'agissant du processus de la décentralisation, depuis la mise en place d'une politique fiscale par le gouvernement, la région d'Arta dispose de ressources propres, avec une dotation de l'État pour chacune des régions de l'intérieur. Je crois que nous sommes en mesure de décoller avec nos propres chefs, pour ce qui est la région d'Arta. Pour la réalisation des investissements, avec l'appui de nos partenaires internationaux et notamment de l'Union européenne, nous avons également entrepris la première phase
de réalisation d'investissements avec des projets de base dans chacune des régions. Et le ministre de la décentralisation a rappelé que pour mieux éclairer la lanterne de l'assistance à cet égard, le ministre a déclaré qu'il vis-à-vis à poursuivre et à approfondir la décentralisation à travers le renforcement du rôle des collectivités territoriales afin qu'elles s'emparent pleinement de leurs missions et prérogatives dans la perspective de produire les améliorations souhaitées en termes de développement. Écoutons le ministre. Vous savez, cette visite dans votre région, dont la première particularité est d'être la région frontalière de Djibouti-Ville, s'inscrit dans le cadre de prise de contact avec les conseils régionaux. J'ai voulu commencer par Arta, parce que Arta, c'est une région que j'aime beaucoup. La politique de décentralisation initiée par le président de la République, Al-Haj Ismail Omar Guelleh, constitue le point phare du programme du gouvernement. C'est le socle sur lequel Ismail Omar Guelleh a basé sa politique. Il veut que dans la décentralisation, il veut qu'au bout de son mandat, que la décentralisation soit quelque chose d'effectif, soit quelque chose de réel, soit quelque chose qui marche convenablement. Ce qui peut donner une idée, s'il en est besoin, de l'importance de la mission qu'il m'a confiée, en me nommant à la tête de ce département chargé de concevoir et de mettre en œuvre la politique de la décentralisation sur l'ensemble du territoire national en collaboration avec des ministères sectoriels. Le ministère délégué chargé de la décentralisation a d'une part le rôle de chef d'orchestre vis-à-vis de ces ministères dont chacun joue sa partition et celui d'interface du gouvernement vis-à-vis des collectivités territoriales. À ce titre, notre ambition est de poursuivre et d'approfondir la décentralisation à travers le renforcement du rôle des collectivités territoriales afin qu'elles s'emparent pleinement de leurs missions et prérogatives dans la perspective de produire les améliorations souhaitées en termes de développement. Les collectivités territoriales devront être fortes pour mieux répondre aux aspirations prioritaires des populations et de porter de manière participative et inclusive des projets de développement des territoires adaptés aux réalités locales, en cohérence avec les orientations nationales et en coordination avec l'ensemble des acteurs. Mesdames et messieurs, conformément aux objectifs de la décentralisation fixés par le président de la République, M. Ismail Omar Guelleh, nous ne ménagerons aucun effort pour que les collectivités territoriales deviennent des acteurs légitimes et complémentaires du développement territorial. Direction Addis Abeba, où un vibrant hommage a été rendu à l'ambassadeur Mohamed Idriss Farah Abane en fin de mission. La communauté djiboutienne à Addis Abeba, en Éthiopie, a organisé une cérémonie conviviale de revoir à M. Mohamed Idriss Farah Abane, l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Autre actualité nationale, dans le cadre de la surveillance des eaux territoriales, la marine de Djibouti, en coordination, en étroite collaboration avec le centre des opérations de la marine nationale, 6 escales marines, celle-ci composée de plusieurs stations radars de surveillance qui détectent toutes les embarcations jusqu'au rayon de 30 km. C'est ainsi que dans la soirée du 30, ils ont pu intercepter, 2 patrouilleurs ont arraisonné plutôt 5 poutres de pêche avec à leur bord des pêcheurs yéménites. En fonction de la saison, les poissons les plus nutritifs se déplacent vers les courants marins et ce qui pousse tous les pêcheurs de la région à les poursuivre sans observer les limites des eaux territoriales de chaque pays. À bord, les 5 poutres se trouvent 18 pêcheurs de nationalité yéménite en coopération avec des pêcheurs locaux. A noter aussi que la marine nationale travaille en étroite collaboration avec la garde-côte djiboutienne afin qu'il n'y ait pas d'interférence dans les missions spécifiques de chacun. Dès qu'il y a une détection, la marine intercepte. Une fois l'enquête interne finie, les poutres, pêcheurs et matériels sont remis directement à la garde-côte pour la suite des procédures judiciaires. Et dans l'actualité internationale, dans l'État du Nigeria, parents et habitants se sont réunis au lycée de Bethel Baptiste dans l'attente des nouvelles des enfants disparus. Le matin même lundi, des hommes armés ont enlevé plus de 140 élèves.
Cet internat situé dans le nord-ouest du pays, après avoir pris d'assaut le lycée de la zone, le gouvernement local Chikoun, les assaillants ont ouvert le feu et maîtrisé les gardes de sécurité et enlevé plus de 165 internes. Un enseignant a déclaré que 21 élèves avaient pu s'échapper. Il s'agit là du dernier enlèvement d'une longue série perpétrée par des gangs criminels qui agissent en masse depuis le début de l'année 2021 avec pour objectif d'obtenir des rançons. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.